Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le décryptage de ce dimanche avec, comme invité tous les dimanches, notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur toutes les plateformes digitales et de la TNT, à ceux qui sont habitués à Canal+. On est déjà à pied d'œuvre, on espère que bientôt ils auront accès à cette plateforme. Pour le moment, nous sommes bien présents sur la TNT et sur les canaux digitaux. Voilà, nous avons eu le format habituel ce matin, l'entretien, les deux des éditorialistes et le duel. On a essentiellement parlé du budget et également de ce rapport de la commission électorale concernant le respect ou la violation de la charte des partis politiques. Alors, Agapit Napoléon Maforican, vous qui avez suivi ces différents formats, bien évidemment, que dites-vous des prestations de nos différents invités? Vous choisissez, bien évidemment, le plateau par lequel vous commencez. J'ai trouvé les éditorialistes particulièrement grincheux, en s'écartant de l'essentiel. Je suis journaliste à la base et je me dis que lorsqu'on vous dit de commenter un sujet, vous quittez le sujet, vous allez ailleurs, ça s'appelle un sujet, et ils sont passés à leur sujet en s'occupant de... Enfin, l'animateur compris, c'est pas un compliment, ça, quand c'est mauvais, c'est mauvais. C'était une bien piètre prestation globalement, à l'animation comme au contenu. Non, ce que je veux dire, je suis exigeant, et on va revenir certainement sur ce que le président de la ACAI a dit. Je suis exigeant parce que je pense que, en tant que journaliste, nous devons être à la hauteur des exigences que les populations portent à nous, dans la compréhension et dans l'analyse des phénomènes. Et donc, il était question d'apprécier le budget, le projet de budget exercice 2025. Oui. D'accord, j'entends beaucoup parler de budget, c'est pas encore un budget, ce n'est qu'un projet de budget. Il faudrait qu'on soit exigeant là-dessus. C'est un projet, ça peut changer au Parlement. Le gouvernement peut prendre en compte certaines attentes des députés, des populations exprimées par les députés. Donc, ce n'est qu'un projet. Et donc, on demande d'apprécier. Le gouvernement a dressé la trame de ce projet. Il a parti simplement à chaque acteur de rentrer dans la trame et de voir un peu les différents aspects. Mais d'abord, tout le monde s'est rué sur l'aspect social. Budget sensibilité sociale. C'est tellement ennuyeux d'entendre les mêmes choses. Donc, je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur ce projet qu'on n'a pas entendu réellement sur les différentes plateformes. Ça, c'est ma première attente non satisfaite. Ensuite, je dis, lorsque la situation on prend, mais il faut regarder les réalisations précédentes. Nous sommes à un budget qui va être voté pour vers la fin d'un mandat. Oui. Donc, on doit commencer déjà par faire un regard global sur un certain nombre le gouvernement l'a dit d'ailleurs, achever les infrastructures. C'est pas maintenant que ce budget va construire les infrastructures. C'est les achever, par exemple. Donc, achever ci, achever ça, achever ça. Donc, il y a ça. Maintenant, et les autres, on devrait, avant de venir à ce débat-là, aller, par exemple, au budget 2024, 2022, 2022. Donc, le premier budget après la réélection du parti Talon, quand il a parlé d'un mandat hautement social, et vous voyez, budget 2022, budget 2023, budget 2024, avant de parler du projet 2025, et ça aurait permis d'enrichir le débat. Mais ça a été... Bon, évidemment, avec Sophonie, Koboudé, c'était plus technique. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, on a parlé de la croissance, on a parlé des impôts, on a parlé de la rétribution, on a parlé de la dette, donc des performances économiques du Bénin. Je pense que c'est plus technique. Je ne vais pas m'appréhender là-dessus. Lui, il est du domaine, il a dit ce qu'il fallait dire. Évidemment, le gouvernement, lui, a fait des actions politiques. Oui. Parce que lorsqu'on parle de dette et des impôts, c'est de l'ordre de l'État. C'est de l'ordre de l'État. Un État peut décider de s'endetter. S'endetter n'est pas un mal. C'est la planification de la reddition de comptes. Donc de gérer la dette et le service de dette. C'est ça qui est le vrai problème. Donc, lorsque l'État est discipliné, organisé, maîtrise des agrégats macroéconomiques, gestion ordonnée, efficiente, ordonnée, efficiente, donc des aléas de la microéconomie, donc des options sociales et autres, de la consommation. Quand vous maîtrisez, vous gérez ça de manière cohérente,
Vous êtes un État bien, un État, tous les grands États se sont développés par l'endettement. Donc, on ne prône pas l'endettement en lui-même. Et diminuer les impôts pour les entreprises qui seront malheureux. Mais lorsqu'on a un budget essentiellement fiscal, avec tout ce que le gouvernement engrange aujourd'hui en termes d'infrastructures, les élections à venir, alors que les précédentes, on les a organisées directement sur fonds propres, on n'a pas demandé les partenaires techniques, ça veut dire que ça devient un enjeu. Je pense qu'il est évident que nous devons faire des efforts. Et donc, faire des efforts, tout le monde doit le faire. Et les plus riches doivent payer pour les plus pauvres doivent payer leur partie. Donc, les entreprises doivent savoir s'y faire. Mais comme je l'ai dit, lui, il est technicien, il analyse les mécanismes. Le gouvernement, lui, il est sur un terrain politique où il faut allier exigence technique et défis politiques. Et donc, ce n'est pas toujours évident. Mais, globalement, il a quand même assumé et c'était plaisant donc, de l'écouter. Donc, voilà, l'un dans l'autre, un bon duel. Un duel entre gentlemen, on peut le dire. Je salue Ruben Abadagan qui a fait un petit coucou pour notre ami Feu Noumon. C'était toujours bien, ça fait toujours plaisir d'entendre. Et surtout, également, entre eux, c'était quand même bien dit, c'est un gentleman, je salue Adoukono aussi, toujours disponible. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, pour mes confrères éditorialistes, c'était quand même bien que je taille ainsi mes jeunes confrères. Il était normal de les amener globalement. Et on n'est pas au salaire politique ici, on est au budget. Il ne faut pas faire des amalgames qui peuvent perturber. Et donc, voilà, l'un dans l'autre, je peux dire d'un plateau. Alors, restons un peu sur justement l'entretien par rapport au projet de budget. Gapit Napoléon Mafokan, vous venez de le dire qu'il y a, depuis un moment, nous finançons nous-mêmes nos élections. Quand on sait qu'on va forcément recourir à la dette, est-ce qu'il y a, je veux dire, une satisfaction particulière à financer ces élections? Mais justement, quand on s'endette, on paye la dette, on paye les services de la dette. Donc, dire que c'est nous-mêmes qui finançons. Mais c'est nous-mêmes, quand vous faites de l'emprunt, quand vous prenez on vous prête de l'argent, c'est pas votre argent. Lorsque vous êtes en location, vous n'êtes pas chez vous. Mais c'est la même chose. Lorsque vous louez un véhicule pour 24 heures, pendant les 24 heures, vous êtes propriétaire de la voiture. Vous pouvez vous asseoir derrière, vous pouvez vous asseoir dans le capot, demander qu'on vous conduise. C'est votre droit. Donc, s'endetter, c'est dans l'ordre normal des actes de gestion. Donc, vous payez la dette. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. S'endetter, il y a une logique, il y a même des seuils d'endettement que les institutions qui nous régulent parfois exigent. Donc, on devrait loin de ne pas atteindre ces seuils-là. Donc, s'endetter est logique en matière de développement. Et nous avons passé du temps sur le PPB à vouloir compter d'abord sur nos propres forces. On ne s'est pas endetté, on n'a rien développé. En 90, le Bénin était comme une plateforme, pratiquement, quand vous comparez les 30 années de l'indépendance à 90 et de 90 à 2010 ou à 2020, donc bon, je mets les 30 années, donc 2020, mais vous vous rendez compte que c'est un gros bond. Le développement a pris, parce que justement, les 12 années, les 18 années de comptons d'abord sur nos propres n'ont pas permis d'éjecter suffisamment de milliards dans les... le développement, c'est 10 milliards. Les marchés qu'on a construits, vous pensez que c'est... On n'a pas poussé pour les construire. Le chic, on n'a pas attendu la manne du ciel. Et l'impôt fiscal, le budget essentiellement fiscal ne peut tout faire. Donc il faut bien aller recourir à l'argent extérieur. Nous ne sommes pas allés quémander l'argent, on est allé passer. Donc on est allé acheter l'argent sur le marché. Et donc on paye. Alors ce que vous achetez, vous payez. Même en part dette, c'est pas pour vous. C'est ça l'endettement, c'est exactement ça. La fierté, c'est que nous ne quémandons plus. On n'est plus disons, on n'est plus lié aux humeurs des partenaires techniques financiers qui vont vous dire, bon, moi je vais vous vendre de l'encre, c'est 40 francs l'unité, c'est à prendre ou à laisser, vous devez prendre 30 de là. Non, on est un État souverain qui essaie d'assumer l'organisation régalienne des élections, donc un acte régalien, donc l'organisation avec les fonds propres. Quel que ça, d'où ça vient, tant que ce n'est pas du don, du lait et autres, l'endettement fait partie de nos fonds. C'est de le payer qui est l'acte qu'on doit poser
pour être... Et on paye, on fait des... Et puis on a des services qui gèrent ça, qui après on rachète les dettes, on s'endette à nouveau. Ça fait partie des actes normaux d'un État souverain, et ça se fait partout. Alors, ce budget, comme le disait, prévoit les élections à venir. À Capitale Napoléon Bafouécan, on peut dire aujourd'hui qu'officiellement, un peu comme le plateau qu'on a eu avant ou au cours de la rentrée, que le gouvernement organise progressivement sa sortie. Oui et non. Oui, parce que c'est normal de l'organiser. Mais non, parce qu'il n'y a aucun acte qui a été fait pour organiser une sortie là. Le gouvernement organise les élections. Organiser les élections, c'est logique, c'est normal, c'est cohérent, c'est inévitable. On l'a fait en 2021. Oui. Donc, pas de souci. Le gouvernement finance la fin des infrastructures. Quel que soit le milliard, les nombres de milliards que le gouvernement va éjecter, à fin 2025, il restera toujours des infrastructures non achevées. Il y aura toujours des projets à lancer. Donc, du coup, quelle que soit l'heure à laquelle le gouvernement va finir, il y aura toujours plein de choses à faire parce que l'État ne finit jamais par passer un mandat fini. Les actes sont là. Donc, oui, parce que ça, on sait, il connaît le terme. Le gouvernement, il y a des choses qu'il a bien envie d'achever avant de partir. C'est sûr. C'est sûr. Mais il sait bien que l'État a une continuité et qu'on ne finira jamais tout. Et donc, ce budget essaye de finaliser certainement des projets qui sont atteints à un niveau de finition. Mais il y aura toujours des études, il y aura toujours des contractualisations. Il y en a eu d'ailleurs lors du dernier Conseil des ministres. Il y en aura d'autres. Donc, en réalité, c'est une dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt. Ça se poursuit. Ça se poursuit parce que c'est ainsi va le monde, ainsi va un État. Et donc, nous sommes ce dont il faut se réjouir. C'est que nous devenons un État moderne, un État sérieux, qui manage son budget, qui entrevoit son développement, qui le planifie et qui engage les actions pour atteindre des seuils avec des objectifs planifiés. Et en même moment, nous donnons des indicateurs vers 2060. C'est qu'un État ne peut pas, fonctionner que de cette manière. On ne peut pas vivre au pifomètre, au jour le jour, pensant que, bon voilà, on va répondre aux aléas. C'est vrai, on est encore loin des seuils mondiaux, mais on est à pied d'œuvre. Et depuis 8 ans, depuis 10 ans, 8 ans, on y arrive progressivement. Mais ça prend du temps. Ça va prendre encore des années. Pourquoi pas 5, 10 années encore? Parce que ces choses ne se mettent pas en place brutalement. Donc ce projet de budget, comme je vous l'ai dit, moi je suis resté sur ma faim. Parce que même la classe politique, quand vous entendez les gens dire que il faut que j'ai le document, je dis mais c'est quand même quelle pauvreté intellectuelle. Quelle pauvreté politique. Le document présente un peu le gouvernement a donné les grandes lignes. Oui, on dit à l'étape actuelle, au regard de ce qu'a dit le gouvernement, il y a encore beaucoup de choses à dire. Comme je dis, mais tout le monde, comparons déjà. Commençons déjà par regarder, il ne faut pas faire des analyses comparées. Commençons déjà par, tu peux entrer au fond de certaines choses. On peut le faire sans avoir le chiffre. Et comme vous dites, attendez de le faire. Et donc je ne comprends pas cette apathie que nous avons. Même les intellectuels, bon, il y a des économistes, vous avez dit, je n'ai pas encore le document. Mais on n'a pas besoin, on ne lit pas un budget comme on lit un roman de fiction ou un roman d'amour. On lit un budget, avec le budget, c'est un certain nombre de seuils, d'indicateurs, d'éléments sur lesquels on s'appelle. Le gouvernement a dit, voilà ce que lui, on a dit, bien, en attendant que ce document soit rendu public, on peut déjà faire quelques observations quand le gouvernement parle de projets à caractère, à sensibilité sociale. C'est quoi on appelle projet à sensibilité sociale? C'est quoi la sensibilité sociale et c'est quoi le social? Il faut différencier les deux. Parce qu'on a repris l'expression, mais c'est quoi la sensibilité? Donc, quelqu'un peut déjà le faire. Mais est-ce que vous avez entendu quelqu'un de la classe politique? Ils attendent. Ils attendent que je dois voter. Saluer le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils vont défoncer finalement la porte ouverte. Ils vont défoncer une porte finalement ouverte. Donc, c'est cette pauvreté intellectuelle, cette pauvreté politique qui est le vrai problème que nous avons. Le budget en lui-même n'a pas de souci. Comme je l'ai dit, le gouvernement, lui, il est à pied d'œuvre. Et on peut, comme je vous l'ai dit, état moderne, c'est que nous avons comme aujourd'hui maintenant, on est en octobre, et on est en septembre. 22 septembre, on a déjà notre projet de budget. La session parlementaire, la session budgétaire s'ouvre à la deuxième quinzaine normalement du mois d'octobre. Ça veut dire quoi? Que aujourd'hui, on est très en avant. Il fait des années où c'est en octobre, c'est en novembre parfois. Décembre. Et donc, on va finalement au deuxième provisoire parce que le budget n'est pas déposé à temps pour être voté au plus tard le 31 décembre. Donc, aujourd'hui, ça tourne et ça paraît, ça devient normal tellement aux yeux de beaucoup qu'ils ne s'y appréhendent pas. Non. Il faut saluer les performances des acteurs
et surtout travailler à ce qu'on le maintienne. Donc il faut le dire que c'est une performance, que c'est une performance, et travailler à ce qu'on le maintienne, hein, on maintienne ses performances, et qu'on travaille à ce que la génération qui monte comprenne que c'est ainsi que ça doit être, et maintenant renforcer l'existant. C'est comme ça que les grands États se maintiennent en place et créent des cultures de développement. Nous, on a encore du chemin, et surtout, comme je l'ai dit, ouais, 3 jours, 4 jours après, la tente politique se fait. J'ai regardé les plateaux, je dis, mais quelle pauvreté, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. À la limite, personne n'en parle. Ils se disent qu'ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Que le gouvernement ait allégé les impôts, les droits de taxes et de douane sur les titres réalisés, c'est normal. Il n'y a rien à dire. Passons. Nous, on n'est pas encore prêts à vous parler. Ils sont là, ils attendent. Bon, voilà, ils attendent. Les intellectuels attendent. Les politiques attendent. Tout le monde attend. Quelle frilosité. Enfin. Arrêtons-nous quelque peu sur justement cet élément que vous venez de souligner, Agapit Napoléon Mafourkan, la sensibilité ou les dépenses à sensibilité sociale. Ce matin, dans l'entretien, M. Koboulé disait, est-ce qu'on a besoin de préciser que 41,5% est à caractère social et les 60 autres? C'est la question qu'il se posait ce matin. Oui, justement, c'est pour ça qu'il dit que lui, c'est un technicien. Lui parle en technicien. Oui, le gouvernement parle en politique. Il ne faut pas la même chose. Il ne faut pas la même chose. Le gouvernement connaît le budget. Le ministre des Finances est du secteur. On a plein de grands économistes, des macros, des micros, des financiers, à divers niveaux. Donc ils savent que le budget de l'État a des achalandements. Donc c'est des rubriques, des chapitres, des machins, tout ça là. Ils connaissent la nomenclature d'un budget. Bien sûr, oui. Alors lorsque le gouvernement met l'accent sur le caractère social, donc c'est pour ça que je dis sensibilité sociale. Est-ce que le salaire est à sensibilité sociale? C'est non. Normalement, non. Voilà. Donc, ça fait partie des 60%. Par exemple, et ainsi de suite. Les biens et services, l'achat des biens et services. Donc, les immobilisations. Un certain nombre de choses. Donc, il y a des éléments qui ne sont pas a priori. Parce que ça fait partie de l'ordre normal des dépenses de l'État. Est-ce qu'assumer nos ambassades, est-ce que ça fait partie des dépenses à caractère sensibilité sociale? Assumer notre présence dans la représentation internationale. Non, ça fait partie des 60%. Et ainsi de suite. Donc, il y a des aspects de dépenses qui sont normaux, qui sont inhérents à la vie d'un État. Mais il y a des options de l'État du point de vue social. Donc, voilà la différence. Alors, lui, l'économiste voit différemment. Oui. Mais non, il ne peut pas voir différemment parce que le budget est d'obédience économique et politique aussi. Le budget a un caractère économique, le budget a un caractère social, le budget a un caractère politique. Donc, on ne peut pas l'analyser d'un seul point de vue technique. Il faut toujours savoir qui l'analyse. Lorsque une opposition, ouais, quand je parle de la partie de la classe politique, mais ce qui intéresse le plus à parler, c'est l'opposition. Ce n'est pas nécessairement la majorité. Mais l'opposition, vous l'avez entendu, ils n'ont pas encore le temps d'ouvrir. Est-ce qu'ils ont même lu le conseil des ministres? Elle n'a pas le temps. Est-ce qu'ils ont même lu le conseil des ministres? Mais ce n'est pas évident. Normalement, c'est à eux de voir un peu ces aspects-là. Ce n'est pas lors du vote du budget. Mais si c'est lors du vote du budget ou lors des débats, quand les ministres vont passer, on va dire non, pendant tel débat, lors des échanges avec le ministre de la Communication, l'opposition, tel député a déploré, il va tout faire pour que certains réseaux sociaux mettent ça en branle pour dire que lui il a défendu tel secteur, et lors du débat avec le ministre de l'Agriculture, tel député. Donc, travaux en commission qui ne sont pas des travaux publics. Les travaux en commission qui ne sont pas des travaux publics, on voit les bribes dans les médias parce que chacun veut faire sa propagande. Alors que c'est maintenant, il faut prendre le temps d'analyser le contenu, de faire des publications sérieuses et de monter. Peut-être que le gouvernement va être sensible aux observations. À certaines observations. Mais ils n'ont pas ce temps. C'est ça un peu la tragédie. Je n'ai pas envie de dire nègre, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on singe les autres, mais on les singe tellement mal qu'on va du mal en pire. Si les autres sont mauvais, alors nous on est pire. C'est-à-dire que dans la pratique. Bon, on ne va pas se lancer dans les jugements non plus. Si les autres sont. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Non, bien évidemment. Donc, du coup, je suis dans le général. Je dis les autres, c'est qui les autres? Et nous, c'est nous. Donc, on est pire. Parce qu'on n'arrive pas à produire cette valeur ajoutée qui nous permet d'aller de l'avant. En fait, c'est ça le problème.
on a besoin d'éclairer la lanterne. Vous voyez, quand M. Kobouli dit, est-ce qu'on a besoin de préciser? Mais lui, voilà, le technicien dit ça. Il doit voir l'autre pour dire, mais voilà pourquoi on a précisé le caractère social. Parce que justement, il y a que cela va parfois paraître à certains normal, naturel. Pas évident. Les options gouvernementales. Moi, je me rappelle, avant, en déclinant le budget 1997, par exemple, le gouvernement Mathieu Kérékou a précisé les 300 millions d'aides de l'État à la presse privée. Et pendant des années, 10 ans encore, on précisait ça dans le... Donc, lorsqu'on dit, on aligne, quand le gouvernement dit transmission à l'Assemblée nationale du projet de budget exercice 2000, exercice temps, on dit ce budget, contient, et on met toujours l'aide de l'État à la presse. Et l'année où ils n'ont plus mis, les médias sont mis en blanc pour dire, ah, ils ont arrêté l'aide de l'État à la presse. C'est rentré désormais dans la normalité. Donc, plus besoin de réciter. Mais lorsque le gouvernement va dire, mais nous allons octroyer un ordinateur à chaque journaliste, avec un Wi-Fi, pour lui permettre d'être connecté en constance afin d'informer les populations. Nous allons offrir un ordinateur à chaque étudiant. Ça devient une politique volontariste du gouvernement en la matière. Ça va rentrer dans la déclinaison des grands axes du budget. Donc, ouais, cette fois-ci, le gouvernement est resté assez succès. Parfois, on cite une dizaine de points qu'on a envie. Donc, ça dépend de ce sur quoi le gouvernement a envie de mettre l'accent, ce sur quoi il veut communiquer. Donc, voilà un peu. Après, le budget se discute à l'Assemblée nationale. Et donc, à l'intérieur, certaines choses peuvent bouger seulement. Vous créez des dépenses nouvelles, vous devez trouver les moyens pour financer les dépenses nouvelles. Vous ne pouvez pas en imposer au gouvernement, sauf si vous faites des ajustements sur lesquels le gouvernement est d'accord. Donc, du coup, ça se discute. C'est un acte politique à ce niveau-là. On n'est plus nécessairement dans les agrégats purement économiques. Mais le gouvernement, les discussions qui ont lieu plus tôt, les lois d'orientation budgétaire, voilà. Donc, dans le cadre donc, des nouveaux principes donc, de l'UEMOA, par exemple, donc, les débats d'orientation budgétaire, voilà. Donc, lorsque ces débats ont lieu, ça permet déjà de parler sur 3 ans de l'orientation générale de l'État en la matière. Et donc, chaque institution doit savoir jusqu'où ne pas aller plus loin. Un budget à 11%. Ouais, lorsque le Parlement a voté son budget, je ne sais pas, je ne me rappelle plus combien de pourcentage, mais il fut des années où on exigeait que vous ne dépassiez pas 3%. Que vous ne dépassez pas 3% d'augmentation. Moi, quand j'avais une vie institutionnelle à un moment donné, on nous exigeait de ne pas dépasser. Nous avions un budget libre, quand on était à la HAC, on avait un budget, bon, je dis libre, mais bon, budget d'institution. Quand on était à la NC, on avait un budget qui était logé à la présidence de la République. Mais dans les deux cas, on vous oblige. Parfois même, la présidence ne demande même pas votre avis. Parfois, quand moi j'étais à la NLC, la présidence frappe le budget de la présidence de la République de 4%, de 3%, et majore tout, sauf les salaires et les primes, qui sont fixes. Mais tous les autres achats d'acquisition de biens de services, BESAB toutes les sociétés administratives, voilà. Tout ce qui est de l'ordre qui n'est pas salarial, on les taxe de 3%, on les rose de 3%, et ça permet d'avoir le budget. Donc bref, voilà un peu globalement. Maintenant, lorsqu'il y a des charges particulières comme les constructions d'immeubles, les équipements à faire, bon là, ça entre dans d'autres chapitres que les financiers peuvent mieux expliquer. Voilà, on va suivre évidemment le débat quand il aura lieu à l'Assemblée nationale. Pour l'heure, c'est ce qu'il fallait dire sur ces différents plateaux que nous avons eus concernant le projet de loi de finances transmis à l'Assemblée nationale. Nous avons parlé de la vie des partis politiques. Oui, je voudrais saluer le caractère prévisionnel, le fait que le gouvernement ait prévu dans ce budget les élections de 2026. Vous savez, ces élections viennent très tôt. Ces élections viennent très tôt, surtout les législatives et les élections communales. Et donc, les prévenus, vous voyez, il fut des années où c'est après, en plein cours de l'année, qu'on se rend compte qu'on avait des élections à organiser. Et aujourd'hui, je salue qu'on ait compris en même temps qu'il faut financer la présidence, les élections communales et législatives, tout au moins. Parce que la présidentielle, elles peuvent être financées encore en partie dans le budget 2026, en partie. Mais au moins, les élections législatives qui viennent en même temps en début d'année. D'ailleurs, les actes de ces élections commencent déjà en octobre 2025, puisqu'il faut déposer les candidatures
il me semble, ou le parrainage. Donc, il y a des actes préparatoires, et même, non, même pas des actes, il n'y a même pas des actes préparatoires, c'est des actes d'exécution. L'élection a commencé, le début, le commencement donc, du processus électoral, c'est vers la mi-2025. Et donc, le gouvernement a bien fait de faire cette prévision. Et ça permet en même temps à la classe politique qui dort et à tout ce qui semble là, tapis, exigence, relecture de code là, de comprendre que le processus va se lancer et de se préparer plutôt plus pour affronter cette élection que de rester là à rêver d'une hypothétique relecture du code électoral. Donc je pense que c'est important de le noter parce qu'on va y revenir. Les gens vont se réveiller au dernier moment et qu'on n'est pas à crier à Rose sur le baudet. On se connaît dans le pays. Et la Sénat va sur l'avenir et s'active justement sur le terrain. Elle a procédé à sa mission de contrôle de fonctionnement des partis politiques. On a eu à aborder le sujet sur, bien évidemment, le duel de ce matin. Agapit Napoléon Maforican. On peut simplement dire que la charte des partis politiques rattrape simplement ces petits partis, enfin, ces partis politiques qui n'arrivent pas à se mettre à jour. Non, ce n'est pas la charte qui les rattrape. C'est la Sénat qui joue son rôle. C'est enfin, on a commencé par jouer le rôle. Enfin, on a commencé par appliquer la charte des partis. Les autres chartes n'ont pas été appliquées. Donc, elle ne rattrape pas. La loi est connue de tous. Donc, elle ne rattrape pas. La loi est déjà prévue. Donc, si la loi est prévue et vous ne faites pas, ce n'est pas la loi qui vous rattrape. C'est vous qui êtes rattrapé par vos caractères. Chasser le naturel et il revient au galop. C'est le naturel qui revient au galop. C'est pas la loi, lui, n'a aucun problème. Elle n'a aucun problème. Donc, en la matière, ce n'est pas les habitudes qui sont rattrapées. C'est le naturel qui revient au galop dans cette sortie de la Sénat. Mais vous savez, moi, je vais vous surprendre. Moi, cette affaire de siège, ça m'est égal. Ah ben bon, c'est les conditions d'existence. Non, mais bien sûr, donc ça va sans dire. À mon humble avis, on n'a pas besoin d'une grande communication autour des affaires de siège. Ça va de l'existence, des conditions normales d'existence. Par contre, ce que nous n'avons pas, les 8 partis qui ont un siège là, ils animent mieux la vie politique. On vous dira que ça, c'est un autre débat. Non, en réalité, pour moi, il est important de lier l'un à l'autre. Quel est l'esprit qui est caché derrière l'exigence d'avoir un siège départemental? Forcément l'animation. C'est l'animation. Donc, pour moi, je pense que la Sénat devrait aller plus loin. Doit-elle forcer à l'animation? Absolument. Mais c'est leur existence, c'est pour ça que certains ont l'agent de l'État. Justement, ils iront se justifier comment ils ont dépensé ces fonds-là, à qui de droit, en tout cas aux institutions de droit. Vous allez élire en 2026 pourquoi et pour qui? Sur quel projet? Pour attendre après quoi? Mais si tout le monde se tait, et à 2 pas, on va faire candidature, bon voilà, on va faire le tour, et on va sortir pour les sociétés à 2 mois, 3 mois de gestion. Mais et les grands phénomènes qui arrivent entre-temps. Moi, j'ai vu la rentrée passer, bon, chacun fait un communiqué tel, souhaite bonne rentrée. Ce n'est pas leur rôle, c'est le gouvernement qui organise la rentrée. C'est des éléments, j'ai vu des journalistes aujourd'hui opiner sur les questions des écoles qui sont dans les zones sensibles. Comment on a préparé la rentrée là? Je n'ai pas vu un parti politique aller là-bas. Je n'ai pas vu un parti politique inspirer, encourager, faire un tour. Pour dire, ça c'est le rôle de l'État, mais le parti doit animer la vie politique. Animer la vie politique, c'est écrire le terrain. C'est contribuer au développement de la pensée des idées. C'est apporter des idées et des idées alternatives. C'est les confronter et c'est de les mettre à la disposition des pouvoirs publics. Mais lorsque vous disparaissez quand il le faut, à quoi sert d'avoir un siège un siège dans lequel ne siège que de matériel non utilisé ou bien utilisé à des fins presque personnelles et un personnel oisif, enfin intermittent oisif. Ça ne sert à rien. Donc pour moi, oui, la Sénat a fait son travail, c'est à saluer. Il y a 8 partis qui ont un siège, c'est à saluer, c'est bien, on peut le dire, mais au même moment, on doit être plus exigeant. Il faut que la Sénat aille plus loin en réglementant sur l'animation de la vie politique. Je pense que ça, on n'a pas besoin de légiférer. La loi a dit. La Constitution dit que c'est eux. Et au nom de ça, on a voté un code électoral en cette question-là. Mais dès lors, il faut qu'on les sente. Quand vous voulez interviewer
les hommes politiques sur tel sujet disent ah non, on n'a pas encore prévu de communiquer sur le sujet. Mais c'est quand même dramatique. Tous les jours, ils doivent pouvoir communiquer. Il y a tous les jours ailleurs, sur des plateaux, parfois les mêmes se promènent. Parce que c'est eux qui sont outillés. Parce qu'ils se donnent l'exigence de répondre aux sollicitations des médias. Alors ici, les médias, comme je l'ai déjà dit une fois, je vais quand même répéter, mais les médias deviennent leur instrument à eux. C'est quand ils en ont besoin. Non. Non. Enfin, il y a un dol. Enfin, il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'affaire. Hein? Il y a un abus de position, hein, où l'État donne des moyens à des partis politiques pour animer la vie politique. Bon, j'ai appris, c'est une bonne chose qu'on forme des militants à la base, qu'on leur dote de notions et d'éléments de langage. On n'a même pas communiqué sur ça. C'est sur les réseaux sociaux qu'on a lu. Les médias ne peuvent pas être transformés à aller ramasser l'information sur les réseaux sociaux, alors que les partis politiques doivent animer la vie politique. Ils choisissent le canal. Donc, non. Ils ont animé la vie politique, veut dire quoi? C'est là que moi j'interpelle la Sénat en la matière. Il faudrait que la Sénat nous départage en disant, moi, animateur, moi j'ai une entreprise de presse. Je suis journaliste, j'ai une entreprise de presse. J'ai besoin qu'on nourrisse ce travail-là. C'est les hommes politiques, c'est les hommes publics. C'est eux qui doivent nourrir. Amnesty a sorti. On a parlé de l'univers carcéral. 20 000 personnes dans notre pays. Je n'ai entendu personne réagir sur ça. À la limite, on les agace. On les agace quand on les la prison, rien que la prison même si la prison est construite sous forme d'un hôtel 5 étoiles, le fait même dans ce sentir que c'est une prison, c'est déjà, ça vous prend déjà à la tête. En la résidence surveillée, vous prend déjà à la tête. Alors, maintenant, être obligé de vivre dans un espace construit pour être 5 là-dessus, c'est quand même, c'est grave. Est-ce que c'est la faute de l'État central qui est là? Non, c'est toute une situation qu'on a créée sur des années. Mais quelle est la position de tel parti sur le sujet? Mais on doit travailler, mais c'est ça qui nourrit le débat. On dit que les médias sont pauvres, les médias ne font pas le temps. Mais c'est sur ça que les médias doivent travailler. C'est en l'ensemble de ça qu'ils vont aller chercher la rumeur, qu'ils vont aller chercher les chiens écrasés, qu'ils vont aller chercher ci et ça. Or, ce n'est pas là le débat. Donc, moi, je pense... Oui, la Sénat fait du travail, mais il ne s'agit pas d'aller... Moi, j'en ai que faire de sièges. Si le siège ne va pas servir à animer la vie politique, à quoi ça sert de meubler 12 sièges, de mettre des gens dedans, pour servir à quoi? Pour des bureaux des élections? C'est une fois tous les 5 ans les élections désormais. Il faut faire quoi? Les sièges vont servir à quoi? Voilà un peu le vrai débat qui est là. Je pense qu'il faut aller au-delà de la lettre et comprendre l'esprit qui se cache derrière. Et c'est eux, c'est les politiques même qui ont voté cette loi. Il faut il faut ouvrir les débats, il faut faire les débats, il faut nourrir les débats. C'est ça qui permet aux populations de comprendre ce qui se passe au sommet de l'État, de comprendre comment ça se fait. Les partis de la majorité doivent poursuivre ce que le porte-parole du gouvernement fait tous les jours. Doit continuer à relayer. L'opposition doit continuer à traverser l'alternative en montrant là où il n'est pas d'accord. Et les médias reprennent ça, essayent d'aller dans ci ou dans ça pour expliquer au mieux aux populations. C'est comme ça. Voilà le rôle de chaque acteur dans la cité. On dit ça depuis des années, mais ça ne semble pas les intéresser. Mon rôle est de répéter, moi. Je ne suis pas à l'action, donc je répète. La répétition pédagogique, je suis formateur par ailleurs, donc je répète. On ne va pas s'essouffler à le dire. On le dira à chaque fois qu'on aura l'occasion. Moi, je ne fais pas, c'est pas la faire de la leçon à quelqu'un. C'est ce qu'il doit faire. Mais ne pas le faire, oui, je peux le dire. Parce qu'il y en a qui s'empressent de juger les médias aussi. Et ils le font avec tellement de plaisir qu'ils ont des canaux plus appropriés. Donc, il faudrait vraiment qu'ils nourrissent les médias. S'ils ne nourrissent pas les médias vont suffire. Et puis, vous savez, bon, peut-être on va aborder je pense que le fait que les médias soient le parent pauvre des réformes depuis 8 ans fait que beaucoup ne voient pas leur rôle. Leur rôle est sensible. Ce n'est pas le travail des réseaux sociaux. Et on a transformé les réseaux sociaux en médias. Non. Ailleurs, on appelle les réseaux sociaux le 5e pouvoir, les médias le 4e. Les médias utilisent parfois aussi les réseaux sociaux pour faire connaître. Mais c'est ça qui est justement, ça qui fait qu'au niveau du code du numérique, les gens donnent l'importance à un ou deux articles parce qu'ils pensent que tout le monde a transformé ces plateformes-là en canaux médiatiques. Non, la presse a son espace réglementé, régi, ordonné et normalement et régulé. Donc,
il y a des postures, mais il faut nourrir la presse. Il faut la nourrir. Donc, la facilité d'aller sur les réseaux sociaux fait que, finalement, on ne sait plus où est le centre de l'information. Et on attend des médias beaucoup. Je pense que l'absence des fêtières aussi, la partie dans le secteur, on a l'impression que plus rien n'est pris à sa place. Ça fait que, bon voilà, nous évoluons. Alors, je salue les 8 partis qui ont eu les sièges, oui, qui respectent la loi, qui essayent de se construire. Pourquoi pas, il faut le dire. Vous le dites souvent, c'est un processus qui va prendre son temps. Qui va prendre son temps. Il faut les saluer, il faut attendre d'eux un peu plus. Il faut qu'ils commencent par construire également leur histoire. Et leur histoire ne peut se construire dans un silence ou dans une apathie. J'ai vu une plateforme, j'ai vu le débat à Périscope de nos amis de Paracourt, le silence des partis politiques. Oui, parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a des sujets qui viennent. Oui, on a fait la journée de la paix le 21 septembre, il n'y a rien eu, personne n'a rien dit, c'est passé. On a eu 11 septembre dernier, c'était Oussama Ben Laden, le World Trade Center, et 23 ans après, ça ne donne rien, ça ne dit rien à personne. En fait, oui, on peut passer ces événements sous silence si on veut, mais on peut aussi les réveiller, les susciter, pour pouvoir nourrir demain et reconstruire après-demain. En fait, on s'appuie sur l'histoire pour bâtir l'avenir. Et ça, c'est le rôle des partis politiques. Alors donc, quand vous n'arrivez pas à voir les partis politiques sur les événements, comme je vous ai dit ailleurs, c'est les mêmes. C'est le même, on sait que quand c'est le l'UP, on sait qu'on a tel. Quand c'est le BR, tel. Quand c'est les démocrates, tel. Et saluer les Abadagan qui sont tous disponibles, tel. Saluer, donc, le FCBE, qui essaye de maintenir, lui, il n'a pas de député à l'Assemblée, mais il fait l'effort d'être président. Les autres vont dire, ah, nous, quand ce n'est pas à égalité, on ne viendra pas. Comme on dit quoi, il n'y a pas égalité, il y a l'Assemblée. Donc, il y a des gens qui doivent se donner les exigences de ça. Et c'est les mêmes, comme je l'ai dit, ils font le tour des plateaux et ils répondent. Le fait de répéter les mêmes choses sur les plateaux, ça permet aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux lecteurs de ces canaux d'être informés. Et ça permet aux partis de faire passer son message. Et tout le monde est quitte. Mais, vous allez voir maintenant, il y en a même qui crient sur vous. Pour dire qu'on les harcèle parfois. Oui. Pourquoi c'est eux qu'on vient. On cherche tout le temps. Et pourtant, quand ils doivent percevoir les primes et les indemnités de leur fonction, tout le temps, ils sont députés depuis 3 ou 4. Ils nous disent pourquoi c'est eux seuls qu'il faut penser ça depuis longtemps. Là. Ça ne leur dit rien. Bon. Mais quand on va vers eux, ils sont élus, oui, ils ont des obligations aussi. Ils ont des obligations. Donc, il ne faut pas qu'ils disent pourquoi c'est fait eux. C'est manquer de respect aux médias. Et il y en a qui font ça. Mais comme je le dis toujours, bon, c'est peut-être les parents pauvres, les médias, et donc voilà, ils doivent assumer. Après, on va dire, bon, c'est un peu l'hyène de la communauté, bon, le galeux, le peleux, ou c'est l'âne, le sot, enfin. C'est votre facilité à trouver ces adage-là qui me fait souvent rire, Napoléon Bafouika. Allez, vous parler des médias, on va finir sur ce communiqué de la RAC au sujet du traitement des informations liées à la sécurité. Un communiqué qui fait rechier quelque peu dans la coopération. À la limite, l'organe en charge de la régulation des médias demande à la presse de se contenter des communications des services du commandement des forces de défense et de sécurité à Napoléon Bafouika. Vous voyez ce communiqué, il est tellement bienvenu que, oui, mais c'est un communiqué qui peut faire l'objet d'un débat, d'un panel où il y a l'armée, où il y a la police et où il y a les médias. Et donc, et ce panel régulé par la RAC. Et on verra un peu, on reviendra à là où j'ai dit, l'absence d'information crée ce que la rumeur, et la rumeur crée le désordre. En matière, moi j'ai fait une formation sur les médias de paix, il y a 10 ans, à Dakar. Donc, ce n'est pas toutes les informations qui sont bonnes à être diffusées. On n'a pas besoin de formation pour ça. C'est dans le cours de déontologie. Oui. Mais, de temps en temps, on doit rappeler aux médias que l'information, c'est une denrée particulière qu'on ne met pas sur le marché. D'accord. Oui. Je voulais dire, mais dans ce cadre-là, Napoléon Bafouika, concernant la question sécuritaire, quand on sait que les forces de défense et de sécurité prennent le temps pour donner les formations, mais là, qu'est-ce qu'on fait alors que les médias internationaux qui ont des correspondants sur le terrain ont déjà l'information bien avant? C'est là que je vous dis, effectivement, s'il y avait un panel. Vous savez, les nôtres préfèrent parler aux médias étrangers qu'à nous.
C'est ça. Les nôtres préfèrent parler aux médias étrangers qu'aux médias. Ouais, pendant que vous cherchez, les médias étrangers ont déjà eux relayent. Et vous maintenant, vous les reprenez. C'est ça, quand je vous l'ai dit, qu'il y a des problèmes. Les médias sont livrés un peu trop à eux-mêmes et parfois n'ont pas les répondants qu'il faut. Je ne les défends pas parce que le code de déontologie n'a pas mis de bémol là-dessus. Les informations qui sont en mesure de créer le désordre, machin, on doit s'en inscrire. Mais la loi, que ce soit la loi organique de la HAC, que ce soit le code de l'information, précise qu'il y a des limites à la liberté de la presse. C'est ça. Hein, la liberté de la presse peut être limitée par les questions, les nécessités de sécurité de l'ordre public, de défense interne et autres. Mais comment vous voulez que sur le front, qu'on livre les informations à la volée? Non, les informations du front ne se livrent pas à la volée. C'est pour ça que les états-majors doivent avoir des services de communication dynamiques. Nos services de communication des états-majors ne sont pas dynamiques. Ils communiquent quand bon leur semble. Non, moi j'ai eu, dans ma vie de journaliste, affaire avec des forces de sécurité et de défense, où on dit, ah, écoutez, journaliste, information, encore en cours d'enquête, embargo sur communication. Quand il vous dit ça, mais vous êtes obligé de vous taire. Parce que si vous dites ça, c'est une faute professionnelle. Et vous répondez, embargo pour communiquer. Mais vous devez savoir, pour pouvoir savoir traiter. Et on vous dit, bon, voilà l'orientation du traitement. Là, il ne vous exige pas, il ne montre pas votre ligne. Mais il dit, en tant que média, vous devez contribuer à la paix sociale. Et donc, ce n'est pas de mettre feu. Mais les mêmes qui se taisent face aux médias locaux communiquent aux médias étrangers et eux, ils mettent ça sur les plateformes. Et ça fait tous les réseaux sociaux. Alors, donc, il faudrait que l'État, donc la HAC, aille plus loin et communique avec justement les états-majors pour qu'ils puissent traiter tout le monde à égal en la matière. Et être aussi exigeant vis-à-vis de tout le monde en la matière. Parce que tel mort, là, ça vient plus d'ailleurs que d'ici. Ça vient plus d'ailleurs que d'ici. Je n'ai pas envie de vous dire. Mais il faudrait qu'on puisse exiger les mêmes comportements à tout le monde. Ça permet d'avoir de l'équilibre Parce que lorsque c'est passé et un réseau social, vous, en tant que média, bon, moi je ne suis pas frileux de ces informations, donc je ne les communiquerai pas. Ça fait longtemps que je traîne mes boss sur les chantiers médiatiques, donc je ne vais pas le faire. Mais il y en a qui sont encore fragiles et qu'on doit protéger. Et il me semble que la meilleure manière de la protéger, c'est déjà d'empêcher un traitement déséquilibré entre les médias étrangers et les médias locaux. Les médias locaux sont livrés parfois au pâturage. Ils sont abandonnés. J'ai bien salué, j'ai bien aimé les mouvements du président de la HAC cette semaine, lorsqu'il a fait le tour des institutions et en ouvrant aussi la session de la HAC, la session ordinaire, mais ça c'est la deuxième. Donc, il a dit des choses dans son langage imagé comme il adore le faire. Il a dit beaucoup de bonnes choses. Il est du secteur. Mais la HAC, c'est le pouvoir public. Je pourrais peut-être le dire. La HAC n'est pas la profession, la HAC c'est le pouvoir public. Et donc, puisque la HAC est un pouvoir public, il faut s'appuyer sur une organisation professionnelle cohérente. C'est là peut-être que l'autre travail à faire. Parce que oui, M. Edouard Locaux, on le connaît, il a fait le tour, donc on a eu le temps de le dire ici, il connaît le secteur, il connaît la maison, il est de la maison. Mais il est à une autre mission, à une mission publique, où il y a des exigences d'autres publics. Il n'est plus là comme journaliste. Donc, que ce soit l'exécutif ou la HAC qui traite, c'est le pouvoir public. Il faut créer une communication avec les acteurs du secteur et essayer de passer le message convenablement, de créer le bon pont entre eux. Et comme moi je le dis toujours, je ne trouve pas le pouvoir des médias qui ne sera pas disposé à accompagner cette HAC, présidé par un monsieur qui a fait tout le tour du secteur, qui connaît très bien le secteur, qui peut mettre du signé comme courant de transmission entre la présidente de la République, dont il fiche de mission, et la profession qu'il sert aujourd'hui à la tête de l'institution de régulation. Donc, il appartient seulement de trouver le mécanisme. Je pense qu'il passe les messages pour que chacun se mette en ordre de bataille pour affronter les défis nouveaux dont il est porteur et que je salue particulièrement. Donc, voilà un peu. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à bâtir en la matière et que ce soit l'expression, l'allégorie, le fusil
On peut avoir l'autorisation de chasser, mais on ne tire pas sur tous les gibiers. Je pense qu'il a dit, évidemment, en appelant les confrères au patriotisme médiatique, mais je pense que nous abordons un volet essentiel. Hein, dommage, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on aborde un volet essentiel sur lequel il urge de s'arrêter. Il faut décréter le patriotisme médiatique. Dans le nouvel ordre aujourd'hui, on ne peut pas aller à volo. Nulle part les autres ne vont à volo. Il y a le professionnalisme médiatique, mais il y a le patriotisme médiatique. On ne demande pas de chanter les louanges de Patrice Talon tous les soirs, mais on demande d'être béninois. Et ça, personne ne peut. Il n'y a rien qui est aussi puissant que le sentiment d'appartenir à une nation, à un pays, à une patrie. Et pour le faire, il n'y a aucune profession qui soit au-delà, au-dessus de la patrie. Donc du coup, je pense que ça mérite peut-être un peu plus de temps et peut-être aussi de pédagogie pour que les gens comprennent. Parce que ceux qui ont eu l'information sont allés dans tous les sens. Oui, parce que ils n'ont pas compris. C'est intéressant même que le communiqué est ambigu. Non, ceux-là, c'est... Ouais, l'inculture ou l'incurie font partie aussi des choses que nous devons combattre. La HACA a plein pouvoir au regard de nos textes et dans aucun pays, même en France. Vous ne pouvez pas divulguer certaines informations n'importe comment. Nulle part. Même pas aux États-Unis. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a une culture. Cette culture n'existe pas ici. Et on travaille à la voie. Donc, le communiqué n'a aucun problème. Il s'appuie sur les lois en vigueur. Il s'appuie sur la décence médiatique. Et donc, il faut que les gens le sachent et apprennent aussi à avoir l'autodiscipline qui, à mon humble avis, est meilleure que toute autre réglementation. Donc là, quand le président de la RAC brandit tout de suite la suspension par mesure conservatoire, alors que bon, il nous demande aussi d'attendre l'armée pour avoir les informations. Il ne brandit rien. Non, parle plus. Qu'on n'en parle plus. Qu'on n'en parle plus. Les nouvelles du front, il y a l'état-major qui gère ça. Ce n'est pas les médias qui gèrent. Le front n'est pas pour les médias. Il y a des choses, lorsque vous êtes en guerre, ce n'est pas les annonces médiatiques. Non. C'est comme la guerre n'est pas une dîner de gala. Donc, vous ne pouvez pas livrer. Quelle urgence il y a à annoncer qu'on a abattu si c'est nous qui abattons l'ennemi, d'accord. Mais je crois que même si on a abattu... Même ça, on ne peut pas en parler. Même si on a abattu... Dites-moi, quelle est l'urgence d'en parler? C'est vous qui gérez le front. En quoi ça développe votre média? Si ce n'est pas la recherche sensationnelle, ce n'est pas l'information dont la population a besoin. La population a besoin des informations sur le réchauffement climatique, sur la santé de la reproduction, sur la santé publique, sur la rentrée, sur le social. Les populations ont besoin d'autres types d'informations. Donc, pour moi, c'est pour ça que je dis qu'il y a des débats qu'il faut. Quelle est l'urgence? Quelle est l'utilité? Le journal de produire l'information dont l'utilité et la véracité sont avérées. Donc, il faut travailler à comprendre le rôle. Il ne faut pas faire le mimétisme occidental. Et alors qu'eux, là-bas, ils ont leur modèle, ils ont une culture qui les empêche de ne pas, ils savent jusqu'où ne pas aller. Et ceux qui veulent aller n'importe où savent déjà qu'ils enfreignent la loi, mais ils sont prêts à l'affronter. Et ici, non, le président de la RAC ne brandit pas. Vous voyez, lorsque déjà, en 2004, nous, Mathieu Kérékou a installé notre mandature, il a dressé un bilan totalement désastreux de la deuxième mandature. Vraiment, ils font des communiqués, ils font des mises en garde. C'est nous qui avons créé, c'est sur ma mandature qu'on a créé les auditions publiques. Justement pour répondre à ça. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, 20 ans après, vous dites qu'il brandit. Non, il ne brandit rien. C'est une arme au mains de la HAC. Il rappelle que l'arme existe. Afin que nul ne prétexte faute d'ignorance. Bon, on ne peut pas l'oublier non plus. Hein. Non, beaucoup l'ignorent. Beaucoup l'oublient. Et quand on l'utilise, ça les énerve. Donc, il faut justement que les gens sachent que l'arme existe. Ce n'est pas lui qui le brandit. Il rappelle que ça existe. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon. Quand on va s'en arrêter là, moi, si vous avez quelque chose à rajouter. Ça va. J'espère que les gens savent vraiment que cet homme existe et que même nous qui sommes ici, nul n'est au-delà, nul n'est vraiment épargné de ça. Hein. Et en le disant, je voudrais saluer et remercier Maître Robert Dessous qui m'a passé un coup de fil tout à l'heure pour s'étonner du noir à l'écran et du message qui est au niveau donc, du canal de Canal+. Je le remercie beaucoup parce que beaucoup d'ailleurs après lui, avant lui, l'ont fait. Il disait être revenu d'un voyage et il a constaté qu'il y a du noir et puis avec le message, il a dit « Ah, attendez, nous aussi. On espère que vous n'êtes pas suspendu. » Je lui ai dit non, nous ne sommes pas suspendus, nous avons des problèmes techniques, nous allons travailler à y veiller. Ah oui, parce que
ça me choquerait. Donc, du coup, merci à lui, merci de veiller à ces détails-là. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoïkan, pour vos analyses. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le décryptage de ce dimanche. Merci également à toutes ces personnes qui nous écrivent aussi, nous, personnel de la télé, pour en savoir un peu plus sur la situation sur Canal+, un peu comme le directeur vient de le dire. Nous travaillons pour, bien évidemment, régler ce petit contretemps. Juste derrière, ce sera votre programme Noyouk Bassa avec votre animateur d'Assojo. Moi, je vous retrouve sur d'autres programmes. Juste le temps de vous dire que vous pouvez retrouver le décryptage sur nos autres plateformes numériques, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet www.etélébenin.com, notre page Facebook ETélé en direct et quelques extraits sur notre compte X ETélé Live. Nous étions en direct chez vous du studio François Xavier en ligne. Très belle soirée à tous. ETélé avec vous, pour vous.